Sous un ciel gris de Saint-Éloi, un homme, un héros oublié, a été peint de honte, mais son silence a ébranlé une nation. La petite ville de Saint-Éloi respirait à peine sous un ciel gris, lourd comme une vieille promesse oubliée. Les rues, pavées de pierres usées, serpentaient entre des maisons aux volets décolorés, où le temps semblait s'être arrêté, figé dans l'odeur du pain chaud et des murmures du marché. Chaque vendredi, la place centrale s'animait d'un ballet discret. Des paniers d'osier frôlaient les étals, des voix s'élevaient, mêlées de rires et de reproches. Mais aujourd'hui, un silence pesant s'était glissé entre les pavés, comme si la ville pressentait une fracture. Au cœur de ce tableau, près de la boulangerie de Madame Marie-Louise, un vieux fauteuil en bois trônait, bancal, ses accoudoirs polis par des décennies de mains patientes. Assis là, Antoine Dubois, un homme noir aux épaules, voûté par l'âge mais droite par l'habitude, fixait l'horizon. Son regard, profond comme un puits sans fond, ne croisait jamais celui des passants. Personne ne soutenait ses yeux plus de 3 secondes. Il contenait trop d'histoires, des blessures, des pertes, une guerre qu'on ne nommait plus. Une casquette élimée, ornée d'un écusson délavé, médecin de combat, Algérie, reposait sur sa tête. Dans une main, une canne en bois gravée d'un simple mot, Liberté, dans l'autre, un sac en plastique contenant une boîte de médicaments. Antoine était une statue vivante, un monument que la ville voyait sans vraiment regarder. Les cloches de l'église sonnèrent midi. Les passants pressèrent le pas, évitant les flaques laissées par une pluie matinale. Mais un homme, vêtu d'un uniforme bleu trop bien repassé, brisa le rythme de la place. Julien Morel, jeune policier, marchait avec une assurance qui ne venait pas de l'expérience, mais d'une certitude innée. Ses lunettes de soleil bon marché glissaient sur son nez, son badge, légèrement de travers, luisait sous le soleil timide. Il n'aimait pas Saint-Éloi, trop lent, trop figé, trop plein de reliques comme ce vieil homme sur son fauteuil. Julien s'arrêta, sa canette de soda à la main, et toisa Antoine. « Encore là, grand-père » lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame mal aiguisée. Antoine ne répondit pas. Ses yeux suivirent une feuille morte qui dansait dans le vent, indifférente à l'insulte. Julien ricana, un son sec, presque mécanique. « Ce fauteuil, c'est à toi? Ou tu penses que toute la place t'appartient ?» Pas de réponse, juste le craquement léger de la canne sous les doigts d'Antoine. La foule ralentit, quelques regards s'attardèrent, mais personne n'osa s'approcher. C'était le genre de moment où l'on sent le danger, mais où l'on choisit de regarder ailleurs. Marie-Louise, la boulangère, sortit de sa boutique, un torchon à la main. Ses cheveux gris, noués en chignon, tremblaient légèrement. Elle connaissait Antoine depuis 40 ans, depuis l'époque où il partageait son pain avec les enfants du quartier, ceux que la guerre avait laissés orphelins. « Laisse-le tranquille, Julien » murmura-t-elle, sa voix ferme mais teintée de peur. Julien tourna la tête, un sourire narquois aux lèvres. Tranquille, il squatte le trottoir comme s'il était le roi de la République. Il fit un pas vers Antoine, écrasant une feuille sous sa botte. « T'as servi, hein? Algérie, c'est ça ?» Il désigna la casquette d'un geste moqueur. « Ça te donne le droit de t'installer où tu veux, comme une statue ?» Antoine leva enfin les yeux. Pas de colère, pas d'expression. Juste un regard, noir, profond, qui semblait refléter non pas Julien, mais ce qu'il refusait d'être. Julien recula d'un demi-pas, déstabilisé, puis se ressaisit. « Tu te crois intouchable ?» cracha-t-il, sa voix montant d'un ton. Dans la foule, Amadou, un adolescent de 16 ans, serra son téléphone. Fils d'immigrés maliens, il passait souvent devant la boulangerie, échangeant parfois un sourire avec Antoine. Ce dernier lui avait offert un jour une pièce de monnaie ancienne, gravée d'une étoile, en lui disant « Garde-la petit, ça porte chance à ceux qui savent attendre. » Amadou, mal à l'aise, commença à filmer, son pouce tremblant sur l'écran. Julien, sentant les regards, s'énerva. « Allez, filme, petit, mais cadre bien, hein? Pas envie qu'on dise que je maltraite un héros. »
Il plongea la main dans sa poche et en sortit une bombe de peinture rouge, un objet qu'il gardait pour marquer les murs des ruelles vandalisées. Ce vieux, il a besoin d'un peu de couleur, non? Lança-t-il à la foule, cherchant un rire qui ne vint pas. Personne ne bougea. Le sifflement sec de la peinture déchira l'air. Un nuage rouge éclaboussa la casquette d'Antoine, coula sur ses cheveux gris, tacha le col de sa chemise blanche. L'odeur chimique, âcre, se mêla à celle du pain frais et de l'essence d'une mobilette au loin. La canne d'Antoine glissa de sa main, heurta le sol dans un craquement sec comme un os qui se brise. Le mot « liberté » disparut sous la poussière. Marie-Louise cria, un son rauque presque animal. « Il sort de l'hôpital, Julien. Regarde son poignet. » Elle pointa le bracelet médical encore accroché au bras d'Antoine, un détail que personne n'avait remarqué jusqu'alors. Une foule se forma, des murmures s'élevèrent, mais personne n'avança. Amadou continuait de filmer, ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Une femme dans la foule murmura « C'est Monsieur Dubois, vous savez pas qui c'est ?» Mais Julien n'entendait rien. Il riait, un rire creux, admirant son œuvre comme un peintre cruel. « T'as sauvé quelqu'un, vieux ?» lança-t-il, levant la bombe à nouveau. « Parce que là, c'est moi qui sauve la société des fantômes comme toi. » Il recula, satisfait, ignorant le regard d'Antoine, toujours fixe, toujours calme, comme s'il avait vu pire, bien pire, dans des déserts où les balles chantaient plus fort que les insultes. Un cri perça la foule. « Ne le touche plus !» Une jeune femme, Claire, une journaliste indépendante venue couvrir le marché, brandit son téléphone. Elle n'avait pas filmé, mais elle notait tout, son carnet déjà ouvert. Julien, furieux, tenta de lui arracher l'appareil, mais trop tard. 6 autres téléphones étaient levés, capturant chaque seconde de l'humiliation. La foule, d'abord immobile, se resserra. Pas par courage, mais par instinct, comme si le sol lui-même refusait de rester neutre. Julien sentit quelque chose changer. Ce n'était pas la peur, pas encore. C'était l'impression que ce fauteuil, cet homme, ce regard, lui donnait une leçon qu'il n'avait jamais apprise. Il marcha vers sa voiture, son badge scintillant sous le soleil, mais son pas était moins sûr. Son téléphone sonna. Il ne décrocha pas. Une phrase tournait dans sa tête, pas prononcée, mais hurlée par le silence d'Antoine. Un homme qui ne se bat pas n'est pas faible. Il a juste décidé de ne plus faire mal. Amadou, le souffle court, posta la vidéo sur Internet. Le titre était simple. Policier humilie un ancien combattant, Saint-Éloi. En quelques minutes, les vues grimpèrent. Les commentaires explosèrent, mélange de colère et de honte. Claire, toujours sur la place, envoya un message à un collègue. « C'est plus qu'un incident, c'est une blessure ouverte. » Marie-Louise s'agenouilla près d'Antoine, ramassa la canne brisée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Antoine posa une main sur son épaule, légère, presque paternelle. « Ce n'est pas ta faute, Louise. Ce n'est jamais la faute de ceux qui regardent. » Sa voix était basse, mais elle portait, comme un vent qui traverse les années. Il se leva, lentement, la peinture goûtant encore sur sa chemise. La foule s'écarta, non pas par peur, mais par respect. Un respect qu'il n'avait pas su lui donner avant. À des kilomètres de là, dans un bureau sombre d'une grande ville, Étienne Dubois fixait un écran. Son téléphone vibra. Un message d'Amadou, qu'il avait rencontré une fois, par hasard, dans un café. « Monsieur Étienne, regardez ça. C'est votre père. » Étienne, ancien conseiller militaire, un homme dont le nom apparaissait dans des dossiers classés « Secret défense », cliqua sur la vidéo. Ses mains, habituées à signer des ordres qui changeaient des destins, se crispèrent. Il ne dit rien. Il n'appela personne. Il se leva, prit son manteau et murmura pour lui-même. Ils ne savent pas ce qu'ils ont réveillé. Dehors, la ville continuait de respirer, ignorante du séisme qui venait de commencer. La peinture rouge, encore fraîche sur le sol de Saint-Éloi, n'était pas qu'une tache, c'était une fissure dans la mémoire d'une nation, une fissure qu'Étienne, avec la précision d'un chirurgien, allait transformer en fracture. La place de Saint-Éloi retrouva son calme, mais ce n'était plus le même. Les passants évitaient le fauteuil d'Antoine, comme s'il était sacré ou maudit.
Marie-Louise rentra dans sa boulangerie, les mains tremblantes, incapable de pétrir la pâte ce jour-là. Amadou, assis sur un banc, regardait les notifications s'accumuler sur son téléphone, chaque vue un cri silencieux. Claire, elle, écrivait déjà, son stylo griffonnant des mots qui, elle le savait, allaient peser plus lourd que des pierres. Et Antoine, rentré chez lui, posa sa casquette tachée sur une table. Il ne chercha pas à nettoyer la peinture. Il savait que certaines tâches ne s'effacent pas. Elles restent non pas pour punir, mais pour rappeler. Et dans ce rappel, il y avait une promesse. Celle d'un homme qui n'avait jamais plié, même lorsque le monde entier semblait lui ordonner de le faire. La vidéo d'Amadou s'était répandue comme une traînée de poudre, un feu silencieux qui embrasait les écrans, les cœurs, les consciences. À Saint-Éloi, le lendemain matin, la place du marché semblait figée, comme si le vent lui-même hésitait à souffler. Les étals étaient là, les voix des marchands s'élevaient, mais les regards fuyaient, cherchant le fauteuil vide d'Antoine Dubois. Il n'était pas revenu. Pas encore. La peinture rouge, à moitié effacée par la pluie, tachait encore le trottoir, trace d'une blessure que personne n'osait nommer. Sur les réseaux sociaux, la vidéo tournait en boucle. Policier humilie un ancien combattant, Saint-Éloi, était devenu un cri, un hashtag, une accusation. Antoine, 1971. Justice pour Dubois. Les commentaires défilaient, certains pleins de rage, d'autres de honte, quelques-uns, rares, défendant Julien Morel, arguant qu'il faisait son travail. Mais ces voix-là se noyaient dans une marée de colère collective, une colère qui, en France, prenait toujours la forme d'un murmure avant de devenir tempête. À Paris, dans un appartement modeste du 20e arrondissement, Claire, la journaliste indépendante, fixait son écran. Ses doigts dansaient sur le clavier, traquant chaque détail de l'incident. Elle avait vu la vidéo à 3 heures du matin, incapable de dormir après l'avoir reçue d'un contact anonyme. « Regarde ça, ce n'est pas juste une histoire locale. » Claire n'était pas une star des médias. Elle écrivait pour des blogs militants, des revues alternatives, des journaux qui payaient mal, mais donnaient du sens. Ses lunettes glissaient sur son nez. Ses cheveux bruns en bataille trahissaient une nuit sans sommeil. Elle creusait. Qui était Antoine Dubois? Pourquoi ce policier, Julien Morel, avait-il agi ainsi? Elle trouva un article d'archives, jauni, dans une base de données universitaire. Un entrefilet sur un médecin de combat décoré pour avoir sauvé 6 soldats lors d'une embuscade en Algérie. Le nom d'Antoine apparaissait, sans photo, sans détail. Juste une ligne, comme une note de bas de page dans l'histoire d'une guerre qu'on préférait oublier. Claire envoya un message à un ancien professeur d'histoire coloniale. « Connaissez-vous un Antoine Dubois, vétéran de la guerre d'Algérie ?» La réponse arriva vite. Pas de dossier public. Mais si c'est lui, il a sauvé des vies dans des endroits où personne ne voulait être. Cherche du côté des archives militaires. À Saint-Éloi, la boulangerie de Marie-Louise était devenue un sanctuaire involontaire. Les clients entraient, achetaient leurs baguettes, mais leurs regards s'attardaient sur le fauteuil vide dehors. Certains posaient des questions. « Il va bien, Antoine ?» Marie-Louise, les mains pleines de farine, répondait d'une voix basse. « Il est chez lui. Il a besoin de temps. » Elle ne disait pas tout. La veille, elle avait rendu visite à Antoine, apportant une tarte aux pommes, celle qu'il aimait. Il l'avait accueillie avec un sourire fatigué, la peinture encore visible sur sa chemise, qu'il n'avait pas lavée. « Pourquoi tu la gardes comme ça ?» avait-elle demandé. Antoine avait haussé les épaules. « Parce que c'est pas à moi de l'effacer. C'est à eux. Eux. » Il n'avait pas nommé Julien, ni la police, ni la ville, juste eux, comme si le monde entier portait une part de cette tâche. Pendant ce temps, Amadou, l'adolescent qui avait filmé, était devenu une figure malgré lui. À l'école, ses camarades le regardaient différemment. Certains l'appelaient le héros. D'autres murmuraient qu'il avait causé des ennuis. Amadou, grand pour son âge, avec des yeux qui semblaient toujours chercher quelque chose au loin, ne voulait pas de cette attention. Il avait posté la vidéo par instinct, parce que ce qu'il avait vu n'était pas juste. Mais maintenant, son téléphone vibrait sans cesse, des messages d'inconnus, des insultes, des remerciements.
Une notification attira son regard. Un message privé sur Instagram. Merci, petit. Tu as fait ce qu'il fallait. Étienne D. Amadou fronça les sourcils. Étienne? Il ne connaissait qu'un Étienne, le fils d'Antoine, un homme qu'il avait vu une fois, dans un café, discutant à voix basse avec un inconnu en costume. Amadou répondit. Vous êtes qui? Pas de réponse. Pas encore. À des kilomètres de là, dans un bureau discret près des Champs-Élysées, Étienne Dubois feuilletait un dossier épais, marqué d'un tampon rouge. Confidentiel, ministère de la Défense. Ancien conseiller militaire, Étienne était un homme de l'ombre. Grand, mince, les cheveux grisonnants, il portait des costumes sobres mais impeccables, comme s'il voulait disparaître dans la foule tout en imposant sa présence. Il avait quitté son poste des années plus tôt, pour des raisons que personne ne connaissait vraiment. Certains disaient qu'il avait refusé un ordre, d'autres qu'il avait vu trop de sang dans des guerres sans nom. Ce matin-là, il était seul, face à un écran où la vidéo d'Amadou jouait en boucle. Chaque sifflement de la peinture rouge le faisait tressaillir, non pas de colère, mais d'une douleur ancienne, comme si la tache touchait sa propre peau. Il composa un numéro. Une voix grave répondit « Général Lefebvre ». Étienne ne perdit pas de temps. « C'est mon père, général. Ils l'ont peint comme un mur. » Un silence, puis « Antoine, mon Dieu, Étienne, je croyais qu'il était… » La voix s'éteignit. Étienne raccrocha. Il n'avait pas besoin de mots, il avait besoin d'action. Le général Lefebvre, retraité depuis 10 ans, vivait dans une maison de campagne en Normandie. Ses médailles, rangées dans une boîte en bois, prenaient la poussière. Mais son esprit, lui, restait vif. Il se souvenait d'Antoine Dubois, pas comme un nom sur un rapport, mais comme un homme qui, sous un soleil brûlant, avait couru à travers un champ de mines pour ramener un soldat blessé. Lefebvre n'avait pas été ce soldat, mais il avait vu Antoine à l'œuvre, une nuit, dans un hôpital de campagne. 6 hommes, 6 vies sauvées, avec rien d'autre qu'une trousse médicale et une volonté d'acier. Pourquoi n'a-t-il jamais été décoré? Se demanda Lefebvre, les yeux fixés sur un vieux carnet de notes. Il savait pourquoi. La guerre d'Algérie était une plaie ouverte, une histoire que la France préférait ranger dans des archives scellées. Il envoya un message à un ancien collègue au ministère. « Trouve-moi tout ce qu'on a sur Antoine Dubois. Tout. » À Saint-Éloi, la tension montait. Une manifestation spontanée s'organisa devant la mairie. Pas de pancarte, pas de slogan, juste une foule silencieuse, tenant des bougies. Parmi eux, Fatima, une professeure d'histoire au lycée local. Petite, énergique, elle enseignait à ses élèves les vérités que les manuels omettaient. Ce soir-là, elle projeta la vidéo d'Amadou en classe, devant des adolescents qui, pour la plupart, ignoraient tout de la guerre d'Algérie. « Regardez, dit-elle, sa voix tremblante. Cet homme, Antoine Dubois, a sauvé des vies dans une guerre que personne ne veut nommer. Et hier, on l'a traité comme un déchet. Pourquoi? Les élèves, d'abord bruyants, se turent. Une fille, Aïcha, leva la main. Parce qu'il est noir? Fatima hocha la tête. Et parce qu'il est silencieux. Le silence fait peur à ceux qui ne savent pas écouter. Julien Morel, suspendu mais toujours payé, était cloîtré dans son appartement. Son badge reposait sur la table, inutile, comme une médaille qu'on n'a jamais méritée. Il regardait les infos. Chaque chaîne parlait de l'incident. Son nom, son visage, sa voix moqueuse, tout était exposé. Il éteignit la télévision, mais son téléphone vibra. Un message de son syndicat. « Tiens bon, on te soutient. » Mais le ton était froid, distant. Julien sentit un vide s'installer. Il repensa au regard d'Antoine, ce regard qui n'accusait pas, mais jugeait. Il essaya de se convaincre qu'il avait raison, qu'Antoine n'était qu'un vieillard encombrant. Mais au fond, une pensée le rongeait. Et s'il s'était trompé? Et si ce vieil homme était plus grand que lui, pas par la taille, mais par l'histoire? Claire, elle, avançait dans son enquête. Un contact au ministère lui envoya un document partiellement déclassifié, un rapport sur une opération en Algérie, où Antoine Dubois avait sauvé une patrouille entière sous un feu ennemi. Le rapport était incomplet, les noms des officiers supérieurs masqués par des lignes noires. Mais une phrase restait. Le médecin de combat Dubois a agi au mépris de sa propre vie. Recommandation pour citation refusée pour raison administrative.
Claire sentit son cœur se serrer. Refuser. Pourquoi? Elle contacta Fatima, qu'elle avait rencontrée lors d'un colloque sur l'histoire postcoloniale. « J'ai quelque chose, dit-elle. Antoine Dubois n'était pas un simple soldat, il était un héros qu'on a effacé. » Fatima, assise dans sa salle de classe vide, répondit « Alors, fais-le parler, Claire. » Pas lui. Son histoire. Le lendemain, un nouveau personnage entra en scène. Hélène, une ancienne infirmière militaire, se présenta à la boulangerie de Marie-Louise. Ses cheveux blancs, son regard fatigué, trahissaient une vie passée à penser des blessures. Elle demanda à voir Antoine. Marie-Louise, méfiante, répondit qu'il n'était pas là. Hélène insista. « J'étais avec lui, en Algérie. Il a sauvé mon frère. » Marie-Louise, émue, l'écouta. Hélène raconta une nuit de 1961 sous un ciel déchiré par les obus. Son frère, un jeune lieutenant, était tombé, le torse ouvert par un éclat. Antoine, alors à peine plus vieux qu'elle, l'avait porté sur 4 kilomètres, sous les tirs, sans jamais s'arrêter. « Il n'a jamais demandé de médaille, » murmura Hélène, « mais il méritait plus que ça. » Marie-Louise, les larmes aux yeux, promit de transmettre le message. La vidéo d'Amadou atteignit 1 million de vues. Les médias nationaux s'en emparèrent. Les plateaux télévisés invitaient des experts, des sociologues, des politiciens. Certains parlaient de dérapage isolé, d'autres de symptômes d'un mal plus profond. Mais ce n'était pas l'analyse qui faisait vibrer le pays. C'était le silence d'Antoine, ses yeux qui ne sillaient pas, cette canne brisée, ce mot « liberté » écrasé sous la botte de Julien. Sur une chaîne locale, un vétéran anonyme prit la parole. « J'ai servi avec Dubois. Il a sauvé mon peloton. Vous savez ce qu'il m'a dit après? Rentre chez toi, vis. Et maintenant, vous le traitez comme ça ?» La foule devant la mairie grossit. Des fleurs apparurent près du fauteuil vide, sans mots, sans nom. Juste des roses, des lys, des œillets, posés comme des excuses que personne n'osait formuler. Étienne, lui, ne parlait pas aux médias. Il agissait dans l'ombre, comme toujours. Il rencontra le général Lefebvre dans un café discret, loin des caméras. Lefebvre, un homme massif, les épaules encore droites malgré l'âge, posa un dossier sur la table. « Voilà ce que j'ai trouvé. Ton père a été proposé pour la Légion d'honneur. Refusé. Raison officielle. Manque de preuves. » Étienne serra les dents. Manque de preuves, il a porté des hommes sur son dos pendant que les balles sifflaient. Lefebvre hocha la tête. La guerre d'Algérie, Étienne. On voulait oublier. Ton père était un rappel gênant. Étienne se leva, le dossier sous le bras. Alors, je vais leur rappeler. À Saint-Éloi, Fatima projeta la vidéo à nouveau, mais cette fois, elle ajouta un contexte. Elle raconta à ses élèves l'histoire de la guerre d'Algérie, les silences de la France, les héros qu'on avait relégués aux marges. Antoine Dubois, dit-elle, n'est pas juste un homme. Il est ce que nous refusons de voir. Aïcha, la jeune élève, écrivit un poème ce soir-là qu'elle posta en ligne. La peinture rouge n'est pas une tache, c'est une mémoire. Le poème fut partagé des milliers de fois. Amadou, lui, reçut un appel, une voix grave, posée. C'est Étienne. Merci pour la vidéo. Maintenant, passe-moi le relais. Amadou, intimidé, murmura. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Étienne répondit. « Ce que mon père m'a appris. Ne pas crier, faire trembler. » Julien, seul dans son appartement, voyait son monde s'effondrer. Son syndicat promettait un avocat, mais les messages de soutien diminuaient. Ses collègues évitaient ses appels. Il alluma son ordinateur, chercha son nom. Des articles, des posts, des mèmes. Un dessin circulait. Un aigle aux ailes brisées, tenant une bombe de peinture. La légende. Un badge ne donne pas des ailes. Il exige des racines. Julien éteignit l'écran, mais l'image restait. Il pensa à Antoine, à ce regard, à cette canne brisée. Pour la première fois, il sentit une fissure en lui, pas de la peur, mais quelque chose de pire, le doute. Et si ce vieil homme n'était pas juste un obstacle, et s'il était un miroir? Claire publia son article à minuit. Antoine Dubois, l'homme que la France a oublié.
Elle y racontait l'embuscade, les vies sauvées, le refus de la médaille. Elle cita Hélène, le général Lefebvre, et un extrait du rapport déclassifié. L'article, repris par des journaux indépendants, devint viral. Les chaînes nationales durent suivre, les débats s'enflammaient. Certains défendaient Julien, criant à l'acharnement. D'autres, plus nombreux, demandaient justice. À Saint-Éloi, la mairie annonça une enquête interne. Trop tard. La fracture était ouverte et la France entière la regardait saigner. Le fauteuil d'Antoine Dubois restait vide, mais il n'était plus seul. Sur la place de Saint-Éloi, les fleurs s'amoncelaient, un tapis de pétales rouges, blancs, bleus, comme un drapeau vivant, déposé par des mains anonymes. La peinture sur le trottoir, presque effacée par la pluie et les pas, semblait s'accrocher, une cicatrice que la ville ne pouvait ignorer. Les habitants passaient, certains baissaient les yeux, d'autres s'arrêtaient, comme en pèlerinage. La boulangerie de Marie-Louise, toujours ouverte, sentait le pain chaud, mais aussi autre chose. Une odeur de mémoire, de remords, de promesses fragiles. Les clients chuchotaient. « Il va revenir, Antoine ?» Marie-Louise, derrière son comptoir, haussait les épaules, un sourire triste aux lèvres. Antoine ne vit pas pour les regards, il vit pour lui. Elle ne disait pas tout. Chaque soir, elle passait chez lui, apportant une brioche ou une simple parole. Antoine, fidèle à lui-même, écoutait, hochait la tête et refusait de parler de la vidéo, de la peinture, de Julien. « Ce n'est pas mon combat, Louise, » murmurait-il, ses yeux fixés sur une vieille photo, celle d'un jeune homme en uniforme, un sourire timide sous un ciel d'Afrique. À Paris, Étienne Dubois avançait comme un général sur un champ de bataille invisible. Il ne donnait pas d'interview, ne posait pas pour les caméras, mais ses mouvements étaient précis, calculés. Dans un café discret, il retrouva Claire, la journaliste. Elle avait publié un second article, plus incisif, détaillant les archives militaires et les silences administratifs qui avaient enterré les exploits d'Antoine. « Pourquoi n'a-t-il jamais été décoré ?» demanda-t-elle, son carnet ouvert, un stylo tremblant dans sa main. Étienne, le regard froid, répondit « Parce qu'il était noir, Claire, et parce qu'il ne demandait rien. La France aime les héros qui crient. Mon père, lui, se tait. » Il lui tendit un dossier, des photocopies jaunies, des lettres manuscrites, des rapports tachés d'encre. Voici son histoire. Pas celle d'un héros, celle d'un homme. Claire feuilleta les pages, les mains tremblantes. Une lettre, signée d'un officier inconnu, recommandait Antoine pour une médaille, mais une note manuscrite en marge disait « Non pertinent, priorité aux officiers ». Claire referma le dossier, les larmes aux yeux. « Je vais écrire Étienne, mais pas pour lui, pour nous. » À Saint-Éloi, la mairie était sous pression. Les manifestations, d'abord silencieuses, prenaient de l'ampleur. Des pancartes apparurent, sobres mais puissantes. « Honneur à Antoine. La mémoire n'oublie pas. » Fatima, la professeure d'histoire, était devenue une figure locale. Elle organisait des discussions dans son lycée, invitant des élèves, des parents, même des vétérans. Une soirée, elle projeta un documentaire sur la guerre d'Algérie, suivi d'un débat. Aïcha, l'élève qui avait écrit le poème, lut un nouveau texte devant une foule émue. La peinture ne tache pas un homme, elle tache ceux qui la jettent. Les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis comme une vague. Fatima, les yeux brillants, murmura à Aïcha « Tu es la voix qu'il n'a pas demandée. » Plus tard, elle reçut un appel de Claire. « Fatima, on a trouvé une infirmière, Hélène. Elle veut parler. » Fatima, assise dans sa salle de classe vide, hocha la tête. « Alors qu'elle parle, que tout le monde parle. » Hélène, l'ancienne infirmière militaire, se rendit à Saint-Éloi. Elle demanda à voir Antoine, mais il refusa doucement. « Pas besoin de me voir, Hélène. Ce que tu as à dire, dis-le aux autres. » Elle accepta, à contre-cœur, et rencontra Claire dans un café, près de la mairie. Ses mains, marquées par des années de soins, serraient une tasse de thé. « J'étais là, en 1961, » raconta-t-elle, la voix basse. Une nuit, une embuscade. Mon frère, Pierre, était à terre, une balle dans le poumon. Antoine l'a porté.
seul, sous les tirs. Il n'a pas hésité, il n'a pas regardé en arrière. Elle marqua une pause, les yeux dans le vague. Pierre est rentré à la maison. Il a eu une fille, ma nièce. Elle ne serait pas là sans Antoine. Claire nota chaque mot, son stylo griffant le papier. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé demanda-t-elle. Hélène sourit, un sourire triste. Parce qu'il n'a jamais cru que c'était à lui de le faire. Julien Morel, lui, sombrait. Suspendu, isolé, il passait ses journées à regarder les murs de son appartement. Son badge, posé sur une table, semblait le narguer. Les médias le désignaient comme le policier de la honte. Son syndicat, après des promesses creuses, s'était éloigné. Ses collègues ne répondaient plus. Un soir, seul, il alluma son ordinateur. Il tapa le nom d'Antoine Dubois. Les articles, les témoignages, les archives déclassifiées défilaient. Il lut l'histoire de l'embuscade, les 6 vies sauvées, la médaille refusée. Il repensa à ce jour sur la place, à la bombe de peinture, à ce regard qui ne sciait pas. Pour la première fois, il sentit une chaleur dans sa poitrine, pas de la colère, mais de la honte. Il écrivit une lettre, un brouillon maladroit, à peine lisible. « Monsieur Dubois, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai cru que vous étiez personne. » J'avais tort. Il n'envoya pas la lettre. Pas encore. Il la plia, la glissa dans sa poche, comme un poids qu'il devait porter. À Paris, Étienne rencontra un député, un homme influent mais discret, dans un bureau anonyme. « Une commission », proposa Étienne, sa voix calme mais tranchante. « Pour les vétérans oubliés, pas seulement mon père, tous ceux que la France a effacés. » Le député, un homme aux lunettes épaisses et au costume froissé, hocha la tête. « Ce sera difficile, les archives, les budgets. » Étienne l'interrompit. « Difficile? Mon père a couru sous des balles. Vous signez des papiers. » Le député rougit, baissa les yeux. Quelques jours plus tard, une annonce officielle tomba. Une commission nationale serait créée pour réexaminer les dossiers des vétérans de la guerre d'Algérie, en priorité ceux des soldats issus des anciennes colonies. Le nom d'Antoine n'était pas mentionné, mais tout le monde savait. Étienne, dans l'ombre, hocha la tête. Ce n'était pas une victoire, c'était un début. À Saint-Éloi, la vie reprenait, mais différente. Une école locale renomma une salle « Salle Antoine Dubois ». Pas une grande salle, juste une pièce où les élèves apprenaient l'histoire. Fatima y accrocha une photo, pas celle de la vidéo, mais une vieille image trouvée par Claire. Antoine, jeune, en uniforme, un sourire discret, une trousse médicale à la main. Les élèves passaient, regardaient, posaient des questions. « C'est qui ?» demandait un garçon. Fatima répondait « Quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes. » Amadou, devenu un habitué de ces discussions, apporta la pièce qu'Antoine lui avait donnée, celle avec l'étoile. « Il m'a dit qu'elle portait chance, » murmura-t-il à Fatima. Elle sourit. « Alors, garde-la. Et passe-la un jour. » Un matin, Antoine revint sur la place. Pas de fanfare, pas de caméra. Juste lui, sa casquette nettoyée, sa canne réparée. Il s'assit, comme avant, regardant les passants sans les voir. Une petite fille, tenant la main de sa mère, s'approcha. Elle tendit un mouchoir blanc, propre, plié avec soin. « Pour la peinture, » dit-elle, sa voix claire comme un ruisseau. Antoine sourit, un sourire rare, profond. « Merci, petite, mais la peinture, elle est partie. » Il prit le mouchoir, le glissa dans sa poche, près de son cœur. La mère, gênée, murmura une excuse et s'éloigna. Antoine resta là, immobile, le soleil caressant son visage. La foule passa, certains le saluèrent, d'autres baissèrent les yeux. Il ne chercha pas leur regard. Il n'en avait jamais eu besoin. Julien, lui, vint un soir. Pas en uniforme, juste en civil, les mains dans les poches. Il s'arrêta devant le fauteuil, à distance. Antoine leva les yeux, toujours calme, toujours profond. Julien tendit la lettre, celle qu'il n'avait pas envoyée. « Je suis désolé, » balbutia-t-il. Antoine prit la lettre, sans l'ouvrir. « Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire.
répondit-il, sa voix basse, presque un murmure. C'est à toi. Julien recula, le visage rouge, incapable de répondre. Il partit, la lettre toujours dans les mains d'Antoine, qui ne la lut jamais. Elle resta sur sa table, près de la photo, comme un poids qu'il refusait de porter. Les médias s'essoufflèrent, les hashtags s'effacèrent, remplacés par d'autres causes, d'autres colères. Mais à Saint-Éloi, quelque chose restait. Une chaise vide, parfois occupée par Antoine, parfois par un autre. Une exposition, organisée par Fatima, ouvrit dans la mairie. Les héros oubliés, des photos, des lettres, des objets, racontant ceux que l'histoire avait laissés dans l'ombre. Claire y assista, prenant des notes pour un livre qu'elle écrivait. Hélène y déposa une médaille, celle de son frère, en disant « Elle est à Antoine, même s'il n'en veut pas ». Amadou, lui, garda sa pièce, mais il écrivit un mot qu'il glissa dans une boîte de l'exposition. « Merci, monsieur Dubois, vous m'avez appris à voir. » Antoine, lui, continuait. Il refusait les médailles, les discours, les caméras. Une fois, un journaliste insista. « Pourquoi ne parlez-vous pas ?» Antoine répondit, un sourire dans les yeux. « Parce que le silence parle plus fort. » Il rentra chez lui, ferma la porte, alluma une petite lampe. Sur la table, la casquette, la canne, la photo, et le mouchoir de la petite fille, blanc, propre, comme une promesse que la France, peut-être, apprendrait à tenir. L'histoire de la couleur du silence résonne comme un écho dans l'âme, un murmure qui traverse les générations et les silences d'une nation. Cette histoire, ancrée dans la culture française, avec ses places de village, ses boulangeries parfumées et ses mémoires enfouies, n'est pas seulement celle d'Antoine Dubois, un vétéran humilié, ou de Julien Morel, un policier égaré par son arrogance. C'est une fable moderne sur la dignité, le poids de l'histoire et la force du silence face à l'injustice. En France, où l'histoire coloniale reste une plaie ouverte, où les débats sur l'identité et la justice sociale animent les cafés et les plateaux télévisés, cette histoire nous invite à réfléchir. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences, à écouter les silences, à reconnaître les héros que nous avons oubliés. Voici ce que cette histoire m'a appris et comment ces leçons peuvent éclairer notre quotidien dans un style qui reflète la sensibilité française, faite de retenue, de réflexion et d'élan collectif. D'abord, l'histoire d'Antoine Dubois nous enseigne la puissance de la dignité silencieuse. Antoine, face à l'humiliation, ne crie pas, ne se défend pas, ne cherche pas la vengeance. Son silence n'est pas faiblesse, mais force. Dans une société française où l'on valorise souvent l'éloquence, les débats passionnés, les prises de parole publiques, Antoine nous rappelle qu'un regard, un geste, une absence de mots peuvent peser plus lourd qu'un discours. Cette leçon s'applique à nos vies. Combien de fois, face à une provocation, un conflit, une injustice, cédons-nous à l'impulsion de répondre, de nous justifier? Antoine nous invite à respirer, à laisser le silence parler. Dans nos relations, au travail, dans les disputes familiales, choisir le silence peut désarmer l'adversaire, non par soumission, mais par une assurance intérieure. C'est une invitation à cultiver la patience, à ne pas répondre à la haine par la haine, mais par une présence qui force le respect. En France, où l'art de la retenue est une vertu discrète, cette leçon résonne profondément. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la mémoire collective. Antoine, vétéran de la guerre d'Algérie, représente ces héros oubliés, ceux que la France a relégués dans les marges de ses livres d'histoire. Les archives poussiéreuses, les médailles refusées, les silences administratifs sont autant de blessures infligées à ceux qui ont servi. Cette leçon nous pousse à nous interroger. Qui honorons-nous dans nos récits nationaux? Qui laissons-nous dans l'ombre? Dans nos vies, cela signifie reconnaître les contributions des autres, même celles qui ne brillent pas sous les projecteurs. Au bureau, dans nos cercles sociaux, il y a des Antoine autour de nous, des collègues discrets, des voisins effacés, des proches dont les sacrifices passent inaperçus. Prendre le temps de les écouter, de valoriser leur histoire, c'est construire une communauté plus juste. En France, où les commémorations et les monuments tiennent une place centrale, cette leçon nous rappelle que la mémoire n'est pas seulement dans les statues,
mais dans les regards que nous portons sur les vivants. Enfin, l'histoire nous apprend le pouvoir de l'action collective face à l'injustice. Amadou avec sa vidéo, Claire avec ses articles, Fatima avec ses leçons et Étienne avec ses démarches dans l'ombre montrent qu'un changement commence par des gestes, petits ou grands. En France, pays des manifestations, des pétitions, des débats citoyens, cette idée est familière. Mais l'histoire d'Antoine nous rappelle que l'action n'est pas toujours bruyante. Poster une vidéo, écrire un poème, organiser une exposition ou même offrir un mouchoir, comme la petite fille, sont des actes qui comptent. Dans nos vies, cela nous pousse à agir, même modestement. Partager une idée, soutenir une cause, écrire à un élu ou simplement tendre la main à quelqu'un qui souffre. Chaque geste est une pierre dans l'édifice d'une société plus humaine. Cette leçon est un appel à ne pas rester spectateur, à ne pas laisser le silence des autres devenir notre silence. Cette histoire, celle d'Antoine Dubois, ne s'arrête pas ici. Elle vit à travers nous, à travers vous. Si la couleur du silence vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, agir ou simplement ressentir, alors partagez-la. Cliquez sur J'aime pour montrer que la dignité compte. Partagez la vidéo pour que d'autres découvrent cette histoire, pour que le silence d'Antoine devienne une voix collective. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires qui nous rappellent qui nous sommes. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous inspire, quelles leçons vous emportez ou comment vous agissez pour un monde plus juste. Ensemble, faisons de ce silence un cri pour la mémoire, pour la justice, pour l'humanité.